C'est l'heure de donner un coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans l'émission de TV5 Monde entièrement consacrée au développement durable. Alors comme chaque semaine, nous allons donner la parole à ceux qui s'engagent pour l'avenir et la sauvegarde de la Terre. Comme d'habitude, on regarde le sommaire et on se retrouve juste après. L'écologie pousse à l'extrême, ce New-Yorkais en a fait l'expérience. Pendant 1 an, plus de voitures, plus d'électricité, plus d'ascenseurs, plus de papier toilette, mais un blog, puis un livre, puis un film. Et une rencontre coup de cœur avec notre reporter coup de pouce. Que penser d'un site internet qui dévoile en temps réel les outrages subis par notre planète? Bonjour l'angoisse ou merci le progrès? Séquence éco-geste, comment tuer les mythes sans flinguer sa santé? Enfin, deuxième épisode de notre feuilleton, nous retrouverons Monsieur Roger à Madagascar, militant efficace et souriant pour une pêche plus responsable. Et cette semaine, l'invité de Coup de pouce pour la planète s'appelle Serge Galam. Bonjour Serge Galam. Bonjour. Vous êtes un théoricien du désordre, physicien, diplômé de l'université Pierre et Marie Curie. C'était en 1975. Vous avez également été diplômé à la Tel Aviv University. Et en 2004, vous avez rejoint le CREA, le Centre de recherche en épistémologie appliquée de l'école polytechnique. J'ajouterais que vous avez un signe particulier, c'est que vous êtes sceptique. Vous doutez que l'homme soit à l'origine du réchauffement climatique. On va revenir sur vos positions tout au long de l'émission. Mais d'abord, l'image de la semaine. Et nous avons choisi celle de ce clip anglais, un film d'1 minute financé par le ministère britannique de l'énergie et du changement climatique. Le titre « Agir contre le CO2 ». Un papa raconte à sa fille qu'il était une fois un pays où le climat était très bizarre. Vagues de chaleur, tempêtes, inondations dues à un excès de CO2. La fillette demande si ça finit bien. On lui répond que ça dépend de nous. Une petite histoire qui déchaîne les passions. Les climato-sceptiques portent plainte contre une campagne jugée trop mélodramatique et dénoncent le partisanisme du gouvernement. Alors, Serge Galam, petite réaction, ce film, vous le trouvez trop alarmiste également ? Moi, je le trouve extrêmement choquant, mais par-delà le fait qu'il soit choquant, je voudrais quand même rappeler que lorsque des systèmes totalitaires dans le passé ont essayé et souvent malheureusement réussi à embrigader la population, on s'en prend aussi aux enfants. Et si on faisait aujourd'hui des programmes de propagande dans les écoles, tout le monde serait complètement choqué et outré à juste titre. Et là, on fait exactement ça, mais on est dans cette sorte de vision naïve et où tout le monde pense que c'est pour le bien de l'humanité et on trouve ça normal. Mais c'est de l'embrigadement d'enfants dans lesquels on va leur inculquer la culpabilité, la peur et le fait qu'on tue la planète. C'est très dangereux pour notre avenir. Mais ça reste un film publicitaire. Vous parlez de propagande carrément. Mais moi, je pense que c'est de la propagande, oui, et de l'endoctrinement des enfants, en particulier avec cette notion de culpabilité. C'est terrible pour un petit enfant de dire « je tue la planète, papa, tu tues la planète et il faut la sauver ». Mais ce sont les conclusions du GIEC. Alors le GIEC, c'est ce groupe d'experts international sur l'évolution du climat, un organe scientifique intergouvernemental. Il regroupe 2500 scientifiques et leur mission, c'est d'évaluer les informations nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au changement climatique d'origine humaine. Le GIEC, prix Nobel de la paix en 2007, mais de plus en plus décrié, et pas seulement par vous. La faute à plusieurs couacs, comme nous l'explique Mylène Girardot. En 2007, c'est la consécration. Le GIEC reçoit le prix Nobel de la paix. Mais le vent tourne en novembre dernier, 2 semaines avant le sommet de Copenhague. La révélation d'emails échangés par les scientifiques met en évidence leur divergence sur l'ampleur du réchauffement climatique. Le GIEC est pris dans la tourmente, on parle de scandale du climat. En janvier, nouveau coup de tonnerre, une date erronée s'est glissée dans le dernier rapport du GIEC. Mais à culpa des représentants, trop tard, une tempête médiatique s'enclenche. Dans ce contexte, difficile pour les climatologues de répondre aux sceptiques. On est confronté à ce problème-là, c'est-à-dire à la fois être ouvert aux critiques
mais trouver l'espace qui permette de répondre à ces critiques sur le fond. On sait répondre à ces critiques sur le fond, ça demande un peu de temps. Et c'est ce temps-là dont on ne dispose pas dans le système des médias actuels. Certains parlent d'un complot pour décrédibiliser le GIEC. Pendant ce temps, la polémique enfle et les climato-sceptiques se multiplient. Ça n'existe pas. Alors Serge Galam, on vient de voir à l'image Claude Allègre, l'ancien ministre et climato-sceptique s'il en est. Vous partagez ces positions ? En partie, pas sur tout, sur les détails, mais en grande partie, oui. C'est-à-dire le fait que le GIEC n'est pas une instance scientifique, que de toute façon, toute instance scientifique qui prétendrait décréter la vérité scientifique perdrait son statut de science. J'aime à rappeler, parce que c'est quand même très important, que la science n'est pas démocratique. Elle ne se décide ni à l'unanimité, ni au consensus, ni à la majorité. C'est dommage, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Donc les lois de la nature sont amorales. Et là, c'est bien une question scientifique qu'on veut comprendre. L'évolution du climat, qu'est-ce qui régit son évolution et sa dynamique? Et aujourd'hui, on a un certain nombre de données, mais on est très loin de maîtriser l'ensemble des lois qui gouvernent son évolution. Alors justement, on l'a vu dans le reportage de Mylène Girardot, et nous avons Hervé Letreut au téléphone, membre éminent du GIEC, cette instance que vous contestez, et climatologue. Hervé Letreut, vous m'entendez bien ? Je vous entends. Alors, vous n'avez pas pu être là pour des raisons personnelles, donc on va se contenter du téléphone. Mais qu'est-ce que vous répondez à Serge Galam quand il vous dit que vous n'êtes pas un scientifique, pour résumer? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Techniques scientifiques sont des scientifiques. Je dis que la climatologie n'est pas encore une science capable de prédiction fiable. D'accord. Alors, la réponse d'Hervé Letreut. La climatologie a atteint un niveau où on est capable maintenant, avec un jeu d'équations déterminées, définies, de reproduire, de comprendre des climats aussi différents que le climat du dernier maximum glaciaire, de l'époque d'il y a 6000 ans quand le Sahara était ouvert. Donc il y a une énorme variété de processus que les modèles représentent, et la question de savoir s'ils sont des outils valides pour prédire le futur se pose bien sûr, mais en tout cas on ne peut pas les balayer d'un revers de main. On a une compréhension assez importante maintenant de ce qui se passerait si on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On va écouter sur ce point-là la réponse de Serge Galam, Hervé Letreut. Je pense que ce qui a été dit est tout à fait correct, sauf sur le fait qu'on serait capable aujourd'hui de faire une prédiction qui aurait été validée. On peut faire des prédictions, mais lorsque sur la base de cette prédiction, on demande de façon alarmiste au monde entier de bouleverser toute son économie et tout son mode de vie, je pense que là, il y a quelque chose qui est discutable. Alors, je propose un petit jeu d'imagination. Un an sans rejeter de CO2, mais zéro émission. Ça veut dire pas de voiture, pas de télé, pas de machine à laver, plus d'ascenseur, plus d'ampoules électriques. Et c'est le pari que s'est lancé un Américain, Colin Bevan, un écrivain qui a imposé tout ça à sa famille. Il raconte sa folle expérience dans un livre. Il était de passage à Paris. Mylène Girardot et Jean-François Becquet l'ont rencontré. Regardez. Une semaine à Paris et pas moins de 25 interviews. Colin Bevan ne parle pas français et pourtant les médias s'arrachent ce No Impact Man, l'homme sans impact sur l'environnement. Le tempérament rieur, toujours entre deux interviews, il parcourt aujourd'hui la capitale, admire les vélos de location, promet de les essayer. La machine médiatique, le New-Yorkais connaît. Il a déjà écumé les studios américains pour parler de son expérience atypique. Voyez cette famille de New York, les Bevan. Ils sont à mi-parcours d'une quête de vie sans impact sur l'environnement et qui va durer 1 an. Les règles, pas de papier toilette, d'ampoules, de rasoirs jetables, de magazines, de journaux, de télévision, d'avions, de trains, de voitures, d'ascenseurs, de sacs plastiques et d'achats neufs. 1 an pour réduire l'empreinte carbone de sa famille à zéro et répondre à une question, peut-on vivre sans abîmer la planète? Commence alors une aventure humaine loin d'être simple. Colin Bevan la partage avec humour dans un livre imprimé sur papier recyclé, mais aussi dans un documentaire tourné pendant le projet No Impact. On l'accuse de refuser le progrès, il veut surtout l'utiliser à bon escient. Parfois, quand on pense à l'environnement, on se dit qu'on ne doit rien utiliser, qu'on doit se faire tout petit. Mais en fait, je crois qu'on doit juste faire attention à n'utiliser que des ressources qui améliorent vraiment notre quotidien. Le New-Yorkais prend du recul vis-à-vis de la société de consommation.
La vérité, c'est que même s'il y a eu des moments difficiles, ce qui compte le plus, c'est que ça a amélioré notre vie. Par exemple, ne pas regarder la télévision nous a permis de passer plus de temps en famille. Mais voilà, après un an passé à atteindre l'objectif zéro carbone, le voici qui prend l'avion et le taxi pour la promotion de son livre déjà best-seller aux États-Unis. Et le film débarque bientôt en Europe. Un succès qui en dérange certains. Bien entendu, des ressources sont utilisées pour parler de No Impact Man et de l'environnement en général. Mais j'ose penser que ces ressources sont bien utilisées et pour de bonnes raisons. Colin Bevan ne donne pas de leçons. Il espère juste que son expérience aidera à faire évoluer les mentalités. Serge Galam, donc pas donneur de leçons, Colin Bevan, vous portez quel regard sur ce genre d'expérience? J'utilise le mot expérience à bon escient parce que je m'adresse à un scientifique. Je dis c'est à la fois amusant, intéressant. Je ne parlerai pas de l'aspect marketing qu'il y a derrière tout ça, mais on peut y voir une expérience en soi. Simplement, ça n'a aucun sens parce que dire dans une société, dans notre société moderne aujourd'hui, de vivre sans production de carbone comme il a essayé de le faire, et aujourd'hui je pense qu'il en produit beaucoup plus que ce qu'il a économisé avant, mais c'est pas l'important. C'est que c'est pas envisageable dans une dynamique, c'est parce que tout le reste autour de lui a continué à fonctionner dans la société. Mais il n'y a pas besoin d'être new-yorkais pour faire cette expérience. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des millions de gens qui vivent dans la misère et qui produisent très peu de carbone et qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de toit, et ces gens-là produisent très peu de carbone. Donc il n'y a pas besoin de faire ce côté médiatique pour voir ce que c'est que la vie sans production de carbone. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, tous les partisans d'une réduction drastique de CO2 ont envie de vivre dans la misère de ces gens-là, malheureusement. Il ne s'agit peut-être pas de vivre dans la misère, mais peut-être de changer de mode de vie. Améliorer notre mode de vie, chercher à optimiser nos ressources, refuser la pollution, avoir un cadre de vie plaisant avec plus de temps libre, ça c'est formidable. La question c'est pourquoi il faut faire ça. Si c'est pour notre bien-être, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on dit qu'on doit le faire parce que sinon on tue la planète et qu'on est des criminels et qu'on va tous mourir, c'est autre chose et on rentre dans une autre logique. Deuxième point, que ça soit un choix personnel ou de société de certains groupes, pourquoi pas, mais je ne vois pas au nom de quoi on va demander aux milliards de pauvres dans le monde qui n'aspirent qu'à améliorer légèrement leur niveau de vie et donc de produire du CO2, de s'en abstenir parce que nous en avons trop abusé et qu'on est fatigué de tout ce bien-être. Alors, le coup de gueule de la semaine va aller dans votre sens et c'est Frantz Vaillant qui le pousse. Un coup de gueule qui ressemble à un coup de déprime car au gré de ses pérégrinations sur Internet, eh bien Frantz est tombé sur un site qui l'a plongé dans un abîme de perplexité. Regardez. C'est un site qui met mal à l'aise, provoque la colère, l'incrédulité, le fou rire, le désarroi. Les chiffres tombent en cascade. Ils ruissellent sur votre écran. Plus vous cliquez, plus cette hémorragie de chiffres augmente. Voici Planétoscope, un site qui publie les statistiques écologiques en temps réel. Exemple, ce sujet a commencé il y a 20 secondes. Et bien pendant ces 20 secondes, 145 requins ont été tués. Les incendies ont détruit 239 hectares de terre. 20 600 tonnes de CO2 ont été rejetées dans l'atmosphère. 1 046 000 euros viennent d'être engloutis pour des dépenses militaires. 44 personnes sont mortes, 93 bébés ont vu le jour, tout cela en 20 secondes. Planétoscope, le site où l'internaute oscille entre mauvaise conscience et fatalité, culpabilité et résignation. Mais à coup de chiffres et de statistiques, peut-on faire naître une vocation écologique? Les chiffres ont-ils le pouvoir de changer nos comportements? Ils sont là, ils sont vrais, ils existent et nous interpellent. Ils flattent aussi notre impuissance. Les chiffres continuent de tourner. Planétoscope, le site qui rend fou. Alors Serge Galam, je vous ai vu faire la moue pendant la diffusion. Oui, c'est complètement délirant. Alors là encore, si ça reste à ce stade ou de le trouver délirant ou de rigoler, c'est bien. Mais si des gens s'amusaient à prendre ça au sérieux, vous imaginez les dérives qu'il peut y avoir. Parce que je dis, les chiffres sont sérieux. Non, bien sûr, mais il y a plein de choses qui peuvent être complètement et qui sont en elles-mêmes choquantes dans notre environnement, dans notre mode de vie aujourd'hui. Mais ça fait partie aussi de la vie, tout ça. Et il y a des bons chiffres, je ne sais pas ce qu'il faudrait opposer à ça. Mais ce que vous dénoncez, en fait, c'est le catastrophisme, c'est ça?
catastrophisme et la notion de culpabilité. Parce que ce genre de données, demain, vous aurez un groupe de gens qui dit ah, c'est bien, on a neutralisé 1 million de personnes et donc on a permis de réduire la production de CO2. Vous pensez que ça pourrait aboutir à une sorte de totalitarisme? Mais oui, où on aura le but, c'est de dire j'ai remporté une grande victoire, j'ai permis de diminuer la vitesse d'augmentation du CO2, et j'ai supprimé 100 millions de personnes. Donc, évidemment, on n'en est pas là, mais ce sont des indices. Il faut arrêter cette notion et de culpabilité et de croire que dans le CO2 est la clé de toute l'évolution, de tout l'équilibre de l'économie, de la planète, de la biodiversité. Enfin, c'est complètement hallucinant de croire que le CO2 anthropique, en plus, produit par l'homme, serait la clé de tout. C'est hallucinant. Je vais quand même vous proposer un éco-geste. Voilà. Réponse à la question de la semaine. Comment faire pour réduire un petit peu, comment faire pour améliorer la vie sur Terre? La réponse avec nos confrères de Télé-Québec, cette fois, c'est haro sur les boules antimythes. Parce qu'une boule antimythe, ça n'a l'air de rien, mais c'est très méchant. Les boulamites figurent parmi les produits domestiques les plus toxiques. Elles contiennent de la naphtaline, une substance potentiellement cancérigène et très polluante. En plus de sentir très mauvais, la naphtaline altère les tissus, le cuir et les fourrures. La prochaine fois que vous rangez des vêtements, utilisez plutôt des copeaux de cèdre ou des sachets de lavande comme antimythe naturel. Remplissez les poches de vos manteaux de clous de girofle. Pas une mythe n'osera s'en approcher et ça sent bon. Les boulamites ne doivent surtout pas être jetés dans l'évier ni à la poubelle. Si vous devez en manipuler, soyez très prudent. Il faut éviter tout contact avec la peau et surtout ne pas inhaler de vapeur ou de poussière de naphtaline. Sortez des boulamites et débarrassez-vous-en. Serge Galam, vous êtes quelle sorte d'éco-citoyen? C'est quoi votre éco-geste préféré? Moi, je n'ai pas de recherche d'éco-gestes particuliers. J'essaye de gérer de façon optimale ma vie, les produits que j'utilise et je n'aime pas le gaspillage. Et je trouve dommage de gaspiller des ressources en plus qui sont limitées. Mais je ne vais pas dire je suis un bon citoyen parce que je pratique telle et telle chose, alors que j'ai des éléments que je pourrais mettre en avant. Mais je ne veux pas montrer un certificat de bonne moralité comme justement on faisait au Moyen-Âge. Et on a un peu de retour aujourd'hui sur ces questions par rapport au climat d'être méchant, une vision manichéenne du bien et du mal et dire qu'est-ce qu'on fait pour le bien ou qu'est-ce qu'on fait pour le mal. Et avec la taxe carbone, on est en plein là-dedans puisqu'on va dire j'ai péché donc je paierai et je vais me racheter. Enfin, dans le principe, c'est complètement hallucinant sans oublier le fait que les gens qui ont plus d'argent, finalement, pourront continuer à pêcher, entre guillemets, par rapport aux pauvres. Alors, c'est l'heure du feuilleton de Coup de pouce pour la planète, deuxième épisode des aventures de Monsieur Roger. Monsieur Roger, c'est cet homme qui a décidé d'éduquer les pêcheurs de Madagascar pour la préservation des ressources halieutiques. Son initiative en fait un acteur incontournable, notamment pour les ONG de défense de l'environnement. Nos pêcheurs ont une connaissance empirique de la météo. Ils maîtrisent les vents dominants, les forces, les changements de marée. Mais depuis 10 ans, plus aucun indice ne fonctionne. Du coup, ils ne savent plus quand les poissons saisonniers vont arriver, ni quelles sont les périodes de ponte. Former des pêcheurs éco-responsables, c'est donc tout l'enjeu de la mission de Roger. En 2004, le village d'Andavadok a vu débarquer une équipe de spécialistes en conservation marine. Des Anglais, mais aussi des Malgaches, rassemblés au sein de l'ONG Blue Venture. Roger est devenu leur conseiller. Il est le maillon entre les chercheurs et les villageois. Actuellement, l'ONG veut sensibiliser les populations côtières sur la dégradation de la barrière corallienne à l'ouest de Madagascar. C'est l'une des plus importantes au monde. Ici, on aperçoit de nombreux coraux affectés par le blanchissement. Ils sont devenus très blancs, ils ont perdu leur couleur. C'est ce qui se produit quand ils sont stressés par des températures extrêmes. C'est à la fin des années 90 que les coraux de l'océan Indien ont commencé à blanchir.
Impact direct de la surpêche, mais surtout du réchauffement climatique. Une variation d'1 ou 2 degrés suffit à mettre en danger cet écosystème. Sophie, entourée aujourd'hui de volontaires, ausculte chaque parcelle de corail. Quasiment toute la surface de ce corail a blanchi. Si les températures de la mer baissent ou si le temps se rafraîchit, on peut espérer qu'il va guérir. Mais vu son apparence aujourd'hui, il est plutôt amené à mourir. Des coraux endommagés, ce sont des habitats en moins pour les espèces marines qui migrent vers d'autres zones. Face à cette dégradation fatale, une solution a fait ses preuves, les réserves permanentes de poissons. 6 ont été mises en place depuis 2004 avec l'aide de Roger. Elles délimitent aujourd'hui les plus belles barrières coralliennes de la côte. Inspection de l'une d'elles avec 3 plongeurs issus, eux, des communautés villageoises. Nous allons plonger dans la mer, nous allons compter des poissons. Par exemple, nous allons prendre aujourd'hui 3 poissons. Des relevés périodiques dans la mer, c'est une solution imaginée par Roger pour faire accepter aux pêcheurs l'idée de réserve permanente de poissons, de trésors inviolables. L'implication des villageois est donc essentielle. C'est important pour la communauté que c'est leur peuple qui dit directement. Mais s'il y en a des scientifiques qui disent ça, c'est diminué, ils ne peuvent pas croire. Il dit que les scientifiques, je ne sais pas, il dit que menteur. Plus crédible que les experts, les enfants désignés par la communauté est tenu d'exposer leurs observations. Les villageois seront ensuite interrogés sur l'impact des zones protégées. Il peut faire comme de questions pour les champions. Si quelqu'un qui a répondu beaucoup, il fait un petit cadeau pour un encouragement qui t'intéresse de ça. Les réserves permanentes de poissons, de nouveaux lieux sacrés, est désormais encadrée par des lois locales. Elles sanctionnent aussi l'utilisation de filets à mailles trop fines ou l'usage de poison végétal, une méthode de pêche artisanale que Roger assimile à de la dynamite. Si la pêche durable gagne les villages côtiers, c'est aussi parce que Roger et l'ONG Blue Venture cherchent de nouvelles sources de revenus pour les pêcheurs. La sauvegarde de la pêche à Madagascar, un reportage signé Agnès Fèvre, 3e épisode, la semaine prochaine. Je vous ai vu sourire quand même quand on a parlé du réchauffement climatique qui est responsable de la mort des coraux. Parce que je voudrais simplement rappeler que des études scientifiques ont montré que dans le cas du blanchiment des coraux, qui est un véritable problème, les crèmes solaires qui sont utilisées par les touristes dans ces régions magnifiques ont un effet terrible sur le blanchiment aussi des coraux. Donc ça montre que les causes peuvent être multiples, c'est compliqué, mais il faut arrêter de toujours ramener à cette culpabilité et ce critère universel, c'est le CO2 anthropique. Donc dès qu'il y a un problème, c'est le CO2 anthropique. Alors le coup d'œil de la semaine est assez drôle, en tout cas moi je le trouve plutôt drôle. L'idée c'est que la mer n'a pas les moyens de se défendre, mais que si elle pouvait, eh bien, qu'est-ce qu'on se prendrait au coin de la figure? Et je reste poli, on regarde. Voilà un film de la Surfrider Foundation. Et sachez que justement la 15e édition des initiatives Océane a commencé ce jeudi et se termine ce dimanche. L'idée c'est donc de nettoyer les plages avec un credo. Pas de petite pollution, il faut garder la mer propre. Ça, vous êtes d'accord avec? J'adhère complètement. Voilà. D'accord, c'est parfait, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Alors, est-ce que vous allez adhérer avec ce qu'il y a dans l'agenda de la semaine prochaine? La Earth Hour, 1 heure pour la planète. Ce sera le 27 mars prochain. L'année dernière, des centaines de millions de personnes dans près de 4000 villes et 88 pays ont éteint leur lumière pendant 60 minutes. Le principe, c'est de soutenir la lutte contre le réchauffement climatique
encore lui, une opération à l'initiative du WWF qui concerne aussi quelques 375 monuments symboliques dans le monde, parmi lesquels le Christ de Rio, l'Alhambra de Grenade, les pyramides en Égypte et puis aussi la Tour Eiffel. Ça, vous n'êtes pas d'accord en revanche? Non seulement je ne suis pas d'accord, c'est extrêmement dangereux parce qu'on assiste là à la mise en place d'un début de rituel mondial pour la planète auquel on fait un petit sacrifice aujourd'hui. D'accord. Mais j'allumerai toutes mes lumières. Ce jour-là, oui. D'accord, et à cette heure-là en particulier. On va arriver à la fin de cette émission. Alors je vous donne 40 secondes gratuites pour que vous nous disiez, que vous nous décriviez votre coup de pouce pour la planète. Top chrono. Je dis il faut s'intéresser à la société humaine, aux humains, arrêter les péchés, parce que c'est souvent ce dont il s'agit, les péchés d'orgueil des climatologues qui disent qu'ils sont capables de prédire avec certitude l'évolution du climat dans 100 ans, le péché d'orgueil des humains qui pensent qu'ils modifient le climat et le péché d'orgueil des Occidentaux qui pensent que leur vision du monde, du climat et du développement est la vision qui doit être adoptée par l'ensemble de l'humanité. Merci Serge Galam, vous nous avez rendu 10 secondes, c'est parfait. Et c'est terminé, parce que vous n'aurez pas le temps de dire grand-chose en 10 secondes. Vous voyez, j'économise. Je vous remercie, Serge Galam, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les scientifiques ont perdu le Nord », c'est aux éditions Plomb. Je vais aussi présenter l'ouvrage d'Hervé Letreut, qui a participé à l'émission tout à l'heure, « Nouveau climat sur la Terre » aux éditions Flammarion. Merci encore, Serge Galam. Merci. Au revoir. Fin de cette émission. Vos coups de gueule pour la planète, vos coups de cœur, vos éco-gestes nous intéressent. Dites-nous en plus sur notre site internet www.tv5monde.com/c2p. Et puis vous pouvez aussi rejoindre notre communauté sur Facebook. À la semaine prochaine, nous recevrons Serge Auru, président du WWF France.